le sillon disparaît dans le sillage de cette condamnation. Donc, les deux questions, pourquoi cette condamnation et quel est l'intérêt d'étudier cette condamnation? Pourquoi parler du sillon? Parce que c'est un épisode particulier des relations entre le monde catholique et la politique en France, alors qu'on est au tournant du 19e et du 20e siècle et qu'un nouveau cadre s'ouvre pour la vie politique en France. Pourquoi un nouveau cadre? Parce qu'en 1892, paraît l'encyclique Au milieu des sollicitudes, dans laquelle Léon XIII va mettre en place ce qu'on appelle le ralliement. C'est-à-dire qu'il va recommander aux catholiques français de n'accorder de l'importance qu'à la législation et non pas à la forme du régime. En d'autres termes, il va leur dire, peu importe que le régime soit une démocratie ou une monarchie, tant que les lois sont conformes à la morale catholique. Pour les catholiques français, il faut donc accepter la République laïque pour faire entendre la voix des catholiques au sein de la cité. Jusqu'ici, le sentiment qui dominait chez les catholiques, c'était qu'il fallait s'abstraire d'un monde politique dominé par des idées libérales et anticléricales. Donc le discours de Léon XIII va changer la donne et va représenter une opportunité pour que se mettent en place des nouvelles structures politiques qui sont capables de porter les voix des catholiques au sein du système démocratique. L'autre tournant, c'est aussi qu'à partir de 1880, 90 et évidemment 1905, la législation prend un tour qui est radicalement anticlérical, anti-religieux, avec notamment toutes les lois de laïcisation de l'école, la séparation de l'Église et de l'État, et puis entre un certain nombre de lois, laïcisation de l'armée, laïcisation du serment devant les tribunaux. Donc, pour les catholiques, conjointement avec cette question du ralliement, une grande interrogation qui est celle à laquelle va essayer de répondre le sillon. Quelle place jouer dans une société qui cherche de plus en plus à reléguer le catholicisme dans le domaine privé? Comment, en d'autres termes, vivre dans le monde sans être du monde, pour reprendre une phrase de la Bible? Cette réponse que le sillon va apporter et qui fera l'objet d'une condamnation pontificale apparaît aussi, et c'est pour ça que c'est un aspect intéressant de notre histoire, comme un épisode de la lutte que se mènent tout au long du XIXe siècle deux camps dans l'Église de France. Les libéraux, qui sont favorables à une adaptation à la société qui est issue de la Révolution, et les intransigeants, qui refusent cette adaptation pour préserver la doctrine intacte. Pourquoi aussi est-ce que c'est intéressant d'étudier cet épisode et donc le document pontifical qui est lié? Parce que ça représente un volet qui est souvent oublié de l'action de Saint Pidis et qui représente un peu ce qui était dans l'introduction, dans la présentation, le pendant sur le plan politique de la grande œuvre du pontificat de Saint Pidis, c'est-à-dire la lutte contre l'hérésie moderniste. Ça représente aussi la lutte contre un aspect méconnu, contre la traduction politique et sociale de l'hérésie moderniste. Donc voilà un peu pour la présentation. Maintenant, on va commencer par une brève histoire du sillon, essayer de voir en quoi consiste ce mouvement, quelles ont été les motivations et comment il est né. Donc c'est un mouvement qui doit son origine à un groupe d'étudiants du collège Stanislas qui, au début des années 1890, se réunissaient à des fins intellectuelles et s'était doté d'une revue qui s'appelait Le Sillon. C'est donc d'abord un groupe de réflexion, un cercle philosophique. Ces étudiants se réunissaient pour un but, c'était chercher une conciliation entre le christianisme et la société acquise au principe de 1789, autour de trois grands axes. L'adhésion sans réserve au contenu de la révélation transmise par l'Église. Donc il ne s'agissait pas de renoncer à une partie du dogme, à une partie de la foi. Mais en même temps, consentement au mouvement de l'histoire, interprété comme le progrès, et comme un progrès voulu par Dieu par l'intermédiaire de sa providence. Donc en d'autres termes, dans leur mentalité, l'histoire est telle qu'elle est, et si les événements sont arrivés, c'est parce que Dieu
Donc on ne peut pas s'y opposer, ce serait s'opposer à l'action de la Providence. Et le dernier volet, c'est une sympathie pour la personne des non-catholiques de gauche et pour leur cause. Un peu à rebours de tout ce qui s'était fait auparavant, où les catholiques avaient tendance à se tourner vers le camp politiquement de droite, on va dire, pour simplifier. Il s'était dit, pourquoi pas les regarder ailleurs pour voir s'il n'y a pas des idées plus intéressantes qu'on pourrait adopter. Ce qui va changer ce groupe, ce qui va donner une nouvelle dimension au Sillon, c'est l'arrivée parmi ces jeunes étudiants d'un polytechnicien qui s'appelle Marc Sangnier, qui va transformer le mouvement. À partir de 1899, il va prendre une série d'initiatives, uniquement sur le plan social, mais qui vont donner une nouvelle envergure à ce mouvement du Sillon. Par exemple, il va développer des cercles d'études sociales qui vont faire voisiner des jeunes intellectuels issus des classes des élites sociales et des ouvriers, dans un double but, c'est favoriser l'évangélisation et la formation des ouvriers et montrer aux élites, aux couches supérieures de la société, la réalité du problème ouvrier. D'un autre côté, il va aussi fonder des instituts populaires pour rivaliser avec les universités populaires que les socialistes sont alors en train de fonder un peu partout en France. Il va organiser des réunions publiques contradictoires, c'est-à-dire, en d'autres termes, des débats publics dans lesquels il confronte un prêtre, un catholique, à un intellectuel matérialiste, un intellectuel socialiste, pour donner une nouvelle publicité aux idées catholiques. Et enfin, il va mettre sur pied un service d'ordre ou une branche militante du parti qui s'appelle les Jeunes Gardes, avec tout un cérémonial. Ces Jeunes Gardes sont reçus solennellement après une veillée de prière dans la basilique de Montmartre, et ce sont eux qui sont chargés de la propagande, distribution des tracts, de faire la police dans les réunions politiques et souvent d'aller affronter des adversaires politiques, notamment les Camelots du Roi d'Action française. Avec cette nouvelle organisation, le mouvement va s'étendre très vite en province. Donc dans toutes les provinces catholiques, la Bretagne, le Nord, la Lorraine, le Midi, et très vite, ça va devenir une sorte de croisade au service d'une idée qui est christianiser la démocratie moderne grâce à des laïcs qui sont pleins d'esprit apostolique, avec une stratégie qui vise surtout les classes populaires. C'est celle qu'il s'agit de réconcilier avec l'Église, de ramener à l'Église. C'est un mouvement qui se veut social et apostolique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les catholiques libéraux ou les démocrates chrétiens, parce que eux cherchent juste à obtenir une place politiquement dans la démocratie. Ce n'est pas le but du Sillon. Le but du Sillon, c'est christianiser les foules. Mais à partir de 1906, toujours sous l'impulsion de Marc Sangnier, il y a un nouveau changement. Le Sillon décide de s'engager en politique. Avant, le mot d'ordre du Sillon, c'était le christianisme par la démocratie. C'est-à-dire profiter du pluralisme et des possibilités offertes par le règne des libertés pour diffuser les idées chrétiennes. Maintenant, leur idée, ça va être le christianisme dans la démocratie. Leur mouvement, donc, qui était apostolique et social, va désormais devenir politique. Pour faire entendre la voix des catholiques, eux, ils disent des chrétiens, c'est une nuance qui est de taille, on reviendra dessus, dans la cité. Pour eux, la société démocrate pluraliste offrait aux chrétiens une voie de pénétration et leur permettait de rayonner dans un respect mutuel des opinions. Le mouvement, parce qu'il se revendique de ce pluralisme des opinions, se place d'emblée sur le terrain de la laïcité. Et il fait appel, qu'est-ce que ça donne concrètement? Il fait appel à la collaboration de protestants, des unions chrétiennes de jeunes gens, ou de libres penseurs. Donc des libres penseurs, en gros, sont des athées ou des agnostiques. Pour promouvoir une civilisation nouvelle, fondée sur des valeurs d'origine spirituelle et d'inspiration chrétienne, mais pas uniquement. Et c'est ce que Marc Sangnier va appeler le plus grand Sillon. Donc, lors d'un congrès du Sillon, en 1907, à Orléans, il va annoncer la naissance de ce plus grand Sillon. Pourquoi plus grand Sillon? Parce que
qui tranche avec le premier sillon qui n'accueillait que des catholiques à des fins apostoliques et sociales. Maintenant, les catholiques ne sont plus qu'une partie de ce plus grand sillon dont le dénominateur commun sont ces valeurs spirituelles. Donc, des valeurs spirituelles, fraternité, dignité de l'homme, tolérance, respect des opinions. Et voilà. Mais le mouvement inquiète les autorités ecclésiastiques. Parce que, je vous l'ai dit au départ, il rassemble beaucoup de prêtres et de jeunes séminaristes. Et qu'il y a des conflits d'autorité qui se créent. Certains prêtres ou certains séminaristes prétendent obéir d'abord au sillon et ensuite à leurs successeurs, ce qui pose problème. En plus, l'épiscopat français est divisé. Certains évêques sont opposés au sillon, d'autres qui sont plutôt favorables à ce mouvement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a un conflit au sein de la hiérarchie épiscopale d'un pays, Rome tranche. Surtout que les sionistes sont un peu un ferment de trouble dans certaines paroisses, parce qu'ils critiquent, à une époque où, je vous l'ai dit, l'action française est en plein essor, ils critiquent la mentalité conservatrice des catholiques, qui se rallient à la monarchie. Et donc, vous avez des divisions dans certaines paroisses entre les sionistes et les monarchistes. Donc, le 25 août 1910, Saint-Pédis intervient. Et il intervient de façon assez brutale, puisqu'il dénonce chez les sionistes des manquements graves à la doctrine traditionnelle et des erreurs qui en découlent dans le domaine pratique. Il conseille aux chefs du mouvement d'adopter des changements importants et enjoint aux évêques de France de ne plus tolérer la présence des sionistes dans leur diocèse si le mouvement n'obéit pas à ses conseils. Le coup est dur et ce sera la fin du sillon. Donc, on va revenir maintenant à la condamnation de Rome. Je l'ai dit, elle intervient pour restaurer l'ordre dans une église de France où les évêques sont divisés sur l'attitude à adopter à l'égard de Sion. Cette condamnation, d'un point de vue juridique, qu'est-ce que c'est? C'est pas à proprement parler une encyclique. C'est une lettre qui paraît dans les Acta Apostolicae Sedis, qui est en gros le journal officiel depuis 1909 de la papauté. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un journal dans lequel paraissent tous les documents que le pape veut rendre publics. Donc, des documents, notamment les dominations épiscopales, mais aussi des documents d'ordre juridictionnel et des documents qui relèvent plutôt du domaine disciplinaire, comme ici. La lettre est assez longue, elle contient 49 paragraphes. Et la première chose qu'on peut noter, c'est qu'elle vise nommément le sillon. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les condamnations pontificales. Dans les condamnations pontificales, souvent, le pape ne nomme que rarement les personnes qu'il veut dénoncer, qu'il veut condamner. Pourquoi? C'est pour offrir à ceux qui sont visés par la condamnation une possibilité de se racheter. Donc, on ne les nomme pas, on ne fait que détailler leurs idées pour leur donner la possibilité de faire amende honorable et ainsi pour atténuer la portée de cette condamnation et ses conséquences, notamment sur l'unité des catholiques, l'unité de l'Église. Or là, le fait que le pape nomme le sillon, alors il ne nomme pas Marc Sangnier par exemple, c'est assez révélateur. C'est qu'il considère que le mouvement en lui-même est vicié et donc que les possibilités d'amende honorable du mouvement sont minimes. Et il précise que cette condamnation relève bien, je cite, de la pureté de la foi et de l'intégrité de la discipline catholique. Ce n'est pas pour des raisons politiques qui ne relèvent pas de l'autorité du chef de l'Église que le pape intervient. C'est parce que le sillon ne respecte pas la doctrine catholique dans son action politique. C'est là aussi où l'intervention de Saint-Pédis est intéressante, c'est qu'elle montre bien qu'il n'y a pas de séparation entre le domaine politique et le domaine religieux, puisque c'est au nom de la doctrine religieuse que le pape condamne un mouvement politique. Et dès le début, Saint-Pédis explique que le sillon s'inscrit dans le mouvement des Lumières. Donc, cette lettre sur le sillon
n'est qu'un épisode du long combat antilibéral que mènent les papes depuis le début du XIXe. Cette condamnation pontificale, elle recouvre 3 grands thèmes qu'on va essayer de détailler en essayant d'être rapide. Alors, le premier, c'est la distinction du spirituel et du temporel. C'est le premier reproche que le pape effectue au Sillon. Et c'est par là qu'il commence sa lettre. Pourquoi? En fait, le pape commence d'abord par féliciter le Sillon et parle des beaux temps du Sillon. Ce premier Sillon, donc vous vous rappelez, celui qui, avant de faire de la politique, se limitait à l'aspect social. Et il le loue pour son action sociale en disant, je cite, « Le Sillon éleva parmi les classes ouvrières l'étendard de Jésus-Christ, imposant le respect de la religion aux milieux les moins favorables. » C'est parce que leur action sociale était imprégnée de catholicisme qu'elle est louable. Mais Saint Pudice explique, dorénavant, si le Sillon est critiquable, c'est parce qu'il a prétendu, je cite, « échapper à la direction de l'autorité ecclésiastique ». Qu'est-ce que ça veut dire? Le Sillon a une conception de la dignité de l'homme où l'homme ne réalise pleinement sa dignité que lorsqu'il est autonome, et autonome aussi sur le plan politique. Donc il pense un domaine politique, un domaine temporel, un domaine naturel, qui est totalement séparé du domaine spirituel. L'Église n'a plus à intervenir dans le domaine spirituel, dans le domaine temporel, dans le domaine politique, qui ne relève que de l'homme. Ce qui explique que le sioniste se dit catholique, mais c'est un accident. Ses préoccupations, dit-il, sont sociales, sont étrangères à celles de la religion. Et c'est ce que dénonce le pape, en disant, parce qu'ils interviennent dans le domaine moral, sachant qu'il n'y peut pas y avoir de morale indépendamment d'une religion, ils interviennent donc dans un domaine qui relève de celui de l'Église. Plus loin, le pape reproche aux sionistes de distinguer, en eux-mêmes, on pourrait dire, entre l'homme privé, qui est catholique, et l'homme d'action, qui est sioniste et qui est neutre d'un point de vue religieux. Ce que condamne le pape, excusez-moi, c'est cette époque du plus grand sillon, selon le mot d'ordre de Marc Sangnier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Avec un mot d'ordre qui passe de « la démocratie sera catholique » à « la démocratie ne sera pas anticatholique ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chefs du sillon, ils se disent catholiques, mais en privé. Mais par contre, ils n'interdisent pas du tout aux membres de leur mouvement la collaboration avec des membres d'autres religions. Le nouveau sillon se veut ouvert à tous les hommes, indépendamment de leurs opinions métaphysiques. Et il y a un discours de Marc Sangnier qui explique que le petit sillon catholique devait devenir l'âme du grand sillon cosmopolite devant parvenir à réaliser la cité démocratique. On peut faire un parallèle, donc plus ou moins douteux peut-être, avec la fameuse phrase « l'Église catholique subsiste dans l'Église du Christ ». On voit qu'il y a un espèce de parallèle où les catholiques ne sont plus qu'une partie de ce qui va servir à instaurer la civilisation spirituelle qui est pour Sangnier et pour ses collègues le sommet de ce que peut faire la civilisation humaine. Donc en fait, on dissocie le domaine temporel d'une simple application des lois catholiques. Et c'est ça que critique le pape. Il a par exemple cette phrase, il explique que le vrai danger dans l'action du sillon, c'est que en fait, cette collaboration de diverses religions entre elles aboutisse au règne d'une religion plus universelle que l'Église catholique, qui réunirait des hommes devenus frères et camarades dans le règne d'un Dieu qui ne serait plus le Dieu catholique. Et il a cette phrase, « On ne travaille pas pour l'Église, on travaille pour l'humanité ». Donc cette phrase de Saint Pudice. Le deuxième aspect qu'on peut voir chez les sionistes, c'est une mentalité révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Révolutionnaire au sens propre.
Ça veut dire qu'il veut tout brûler pour repartir sur des bases saines. Pour citer Camelot, je crois. Ou poser des bases radicalement nouvelles pour construire une société qui serait débarrassée de tous les défauts de la société actuelle. Et ça, le pape explique que c'est une erreur. Il explique, on ne bâtira pas, donc je cite Saint Pédis, on ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. La civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est, c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et de la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins. Donc ce paragraphe est un peu au cœur des critiques qu'effectue le pape contre les thèses sionistes. Il réaffirme la position réaliste de l'Église, réaliste au sens philosophique, donc fondée sur la loi naturelle, qui s'oppose à l'utopie moderne et à la tentation moderne de vouloir toujours réinventer les règles d'une société, de la société. Il appelle donc les catholiques à ne pas s'égarer dans des modèles qui sont sortis de l'imagination de brillants théoriciens pour en rester à reproduire les modèles fournis par les siècles passés de civilisation chrétienne. Qu'est-ce que c'est en fait, si on continue un peu notre parallèle avec le domaine religieux, c'est la notion de tradition appliquée au domaine temporel qui est ici en jeu. Ce que critique Saint Pédis chez Sangnier et ses amis, c'est en fait cette volonté de rupture, de considérer que tous les siècles passés ont été une époque d'égarement, dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, que c'est une période révolue et qu'il faut changer de paradigme, et qu'il s'agit de tout reprendre à partir de zéro. Donc, un idéal révolutionnaire, au sens propre, qu'on retrouve aussi dans les thèses sociales du Sillon, et que le pape va dénoncer, ce sera ma troisième partie, comme un idéal libéral non conforme avec l'enseignement de l'Église. Le Sillon veut la démocratie. On a vu que leur doctrine se fondait sur le principe de la dignité de l'homme. L'homme ne peut réaliser sa dignité que par l'émancipation, émancipation politique, morale et économique. Et donc, émancipation politique qui implique qu'il n'est plus à obéir à une autorité supérieure. Ce que le pape critique, ce que le pape dénonce comme contraire à l'enseignement traditionnel de l'Église. Ce que dit le Sillon, c'est qu'en fait, il y a une antinomie, un antagonisme essentiel entre l'obéissance et la liberté. Et que pour réaliser la liberté, il faut mettre fin à l'obéissance. Ce que dénonce le pape. Pareil, cette notion de dignité humaine, donc fondée sur l'autonomie, le pape explique qu'elle est contraire à l'enseignement de l'Église et il met en parallèle cette volonté d'autonomie avec le parcours de nombreux saints qui ont réalisé leur sainteté justement dans la dépendance selon les règles de l'obéissance. Ce que dit le pape, c'est que cette doctrine sioniste se fonde sur un nouvel évangile, un nouvel évangile inspiré justement par ces idées libérales. Et le pape termine en dénonçant cet espoir temporel dans un âge terrestre nouveau. Et il termine avec cette phrase, « L'idéal politique et social chrétien est de, je cite, reprendre les organismes brisés par la Révolution et de les adapter, dans le même esprit chrétien qui les a inspirés, au nouveau milieu créé par l'évolution matérielle de la société contemporaine. Car les vrais amis du peuple ne sont ni révolutionnaires ni novateurs, mais traditionnalistes. » Fin de la citation. Donc pour conclure rapidement, j'ai un petit peu dépassé mon temps, le Sillon après la condamnation. Après la condamnation, Marc Sangnier va accepter la condamnation du pape. Le pape le mettait face à une alternative, soit vous dites que votre mouvement est catholique, mais vous renoncez à toutes vos idées, soit vous êtes exclu de l'Église. Marc Sangnier ne veut pas être exclu de l'Église. Donc il va abandonner le Sillon pour fonder un nouveau parti qui s'appelle la Ligue de la Jeune République et qui est uniquement politique, qui ne se réclame plus des idées catholiques. Il va servir pendant la Première Guerre mondiale. Pendant l'entre-deux-guerres, il va être artisan du rapprochement franco-allemand et
et il va être élu député démocrate chrétien en 1944. Le mouvement sioniste ne dure pas, mais il n'en est pas de même des thèses sionistes, qui perdurent bien après leur condamnation et qui réapparaissent par intervalles dans l'entre-deux-guerres, après 1945, avant de se généraliser dans les années 60. Le meilleur exemple à cet égard reste Jacques Maritain, qui dans sa deuxième période, sa période libérale, va défendre une idée de nouvelle chrétienté, rassemblant des gens de toutes les religions, dont des catholiques, autour d'idéaux démocrates, de liberté, de dignité de l'homme et de tolérance. Donc des idées largement inspirées de ce que défendait le Sion. De manière générale, un certain nombre de phénomènes qui apparaissent dans les années 60-70, comme les appels à l'ouverture religieuse et sociale des organisations catholiques, où on leur demande de se débarrasser d'une étiquette catholique pour avoir un recrutement plus large. L'affirmation par certains catholiques, toujours, voire certains clercs, que la morale politique et la morale catholique sont deux domaines bien distincts, ou encore le basculement à gauche d'un certain nombre de catholiques et d'organisations catholiques au nom de l'accompagnement du progrès, montrent bien que l'influence des thèses sionistes ne s'arrête pas en 1910 à la condamnation, et que là aussi, il faut défendre l'héritage de la doctrine de Saint-Pédis. Je vous remercie, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je les attends avec plaisir. Merci beaucoup pour ton exposé. Je t'en prie. J'avais une question sur l'héritage de Marcangnet et d'où il vient en fait. Quelles sont ses lectures? Il est disciple de qui? C'est quelle école de pensée? Alors en fait, Marc Sangnier, c'est un peu socialement, il fait partie de la grande bourgeoisie parisienne, d'origine un peu bonapartiste. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, si vous voyez le boulevard Raspail, à l'endroit où il croise la rue de Sèvres et la rue Vaneau, il y a un énorme pâté de maison, et c'est un pâté de maison qui appartient encore toujours à la famille Sangnier, pour l'anecdote. Et donc, il est influencé par des lectures catholiques libérales qui remontent aux années 1830, 1840, 1860. Donc, dedans, il y a Lamennais, par exemple. Félicité Lamennais, qui a été condamné par 2 encycliques, en 1832 et en 1834. Il y a aussi Charles de Montalembert et Lacordaire, qui font partie des catholiques libéraux. Et après, un peu plus tard, vous avez des catholiques sociaux, qui, eux, vont en fait être perturbés par le problème social, la question ouvrière, mais au nom de la question ouvrière, vont un peu consentir certaines alliances avec des socialistes, par exemple. Des socialistes qui parfois en plus se disent catholiques. Et donc, au nom de la charité, vont consentir à une certaine adaptation de la doctrine de l'Église pour mieux réaliser cette charité, en fait, en quelque sorte. Donc, ils vont s'intéresser au social au détriment du politique, on pourrait dire. Donc là, parmi ces gens-là, ils ne sont pas forcément très connus, mais il y a Saint-Simon, qui se revendiquait catholique, et il y a surtout Bûcher. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, moi j'ai une question. Oui. Oui, bonjour Jean Gatien, bravo pour la conférence. Merci beaucoup. Est-ce que tu sais si Marc Sangnier a fréquenté des gens comme Congar et compagnie, enfin tous les grands futurs théologiens du Concile dans les années 20, 30, 40 ou pas du tout? Alors, si, c'est exactement ce milieu-là. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup dans ces jeunes prêtres et jeunes séminaristes qui faisaient partie du Sion au départ. On retrouve beaucoup peut-être pas de pères du Concile, de théologiens du Concile, mais on trouve beaucoup de gens qui ont diffusé les idées du Concile. Donc, déjà avant le Concile, des idées que vont en quelque sorte valider le Concile et qui seront validées par le Concile. Donc, avant et après. Et alors, je ne sais pas si, pour répondre à ta question plus précisément, je sais qu'il y a eu des liens entre Marc Sangnier et le père Congar. Après, pour le père de Lubac, par exemple, ou même pour tout ce qui est l'école allemande de Ozon Balthazar et de Karl Rahner, ça, j'ai aucune idée. Mais c'est vrai que on devrait creuser, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Enfin, si
vous m'entendez bien toujours? Ouais, Jean Gatien, j'ai une question également sur l'héritage des idées de Marc Sangnier, en particulier Ouais. en politique. Donc, en gros, si je comprends bien, il fait partie des penseurs qui sont à l'origine des démocrates chrétiens. Ouais, alors en fait, il y a un petit côté différent, c'est que l'aspect particulier de Marc Sangnier, c'est qu'en fait, il n'est pas exactement démocrate chrétien, parce que lui, il ne veut pas faire un parti catholique. Lui, il veut éduquer moralement tout le monde pour arriver à une civilisation spirituelle dans laquelle les catholiques auraient leur place, mais où tout le monde aurait sa place et qui serait inspiré des valeurs spirituelles chrétiennes. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite nuance en fait par rapport aux démocrates chrétiens, on pourrait dire première période. Même, ce qui est frappant de constater quand même, c'est qu'il a fini démocrate chrétien lui-même. À partir du moment où il a voulu inscrire sa pensée dans une action politique, il s'est tourné vers les démocrates chrétiens. Et on peut se demander si, alors je ne sais pas jusqu'à quel point elle ça, mais son héritage spirituel s'est pas diffusé dans cette famille politique jusqu'à Si, aujourd'hui encore, en complètement. fait. Si, complètement. Bah, en fait, alors, aujourd'hui encore, alors j'avoue que je ne vois pas assez maintenant euh, les mouvements politiques démocrates chrétiens pour bien faire le lien, mais sans remonter il y a très longtemps, le congrès d'Épinay, donc qui voit la naissance du Parti socialiste actuel, et qui est avec notre, donc pas en termes numériques, mais en termes idéologiques, c'est le PSU avec le Parti socialiste unifié, d'inspiration trotskiste, et moi qui se réclamait d'un héritage intellectuel de Marc Sangnier. Donc, ce qui montre bien que de fait, il y a eu l'héritage de Marc Sangnier a dépassé la simple famille strictement démocrate chrétienne au niveau politique. Et qui explique aussi beaucoup l'engagement des catholiques, enfin de beaucoup de catholiques, dans des partis de gauche. Bon, après, Sangnier, il n'est pas tout seul à expliquer ça. Mais disons qu'en France, c'est un élément déclencheur, sans doute. Et puis, il s'inscrit aussi dans un courant de pensée dont il est un des jalons, mais un des jalons symboliques. Oui, toujours une petite question pour essayer de comprendre le personnage parce que je le connais très mal. Est-ce que tu peux nous parler du positionnement de Marc Sangnier entre 39 et 45 en France? Alors, entre 39 et 45, donc déjà, je vous ai dit, il a beaucoup travaillé pour le rapprochement franco-allemand. Par exemple, c'est lui qui est un grand artisan du développement des auberges de jeunesse. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les auberges de jeunesse, il y voyait l'occasion d'organiser des programmes d'échange en fait, de jeunes en Europe. Et donc, pour lui, c'était un moyen de favoriser l'amitié entre les peuples. Donc lui, en 1940, en 1941, assez tôt, il va mettre les presses de son journal à disposition d'un mouvement résistant, euh, libéral de gauche en gros, de libéral progressiste. Il va être arrêté par la Gestapo et je crois qu'il va passer quelques temps en camp de concentration ou alors au moins dans une prison. Et il va être libéré au bout de quelques semaines. Mais il a été résistant et c'est ce qui lui vaudra d'ailleurs, ce qui lui vaudra. C'est pour ça qu'il est élu en 1944 sur les listes du MRP. C'est grâce à son passé de résistant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il a joué un rôle aussi dans la genèse de ce qu'on appelle la construction européenne ou pas du tout? Pas du tout, je pense. En fait, après 1944, il est quand même assez âgé. Il est né en 1873, donc il commence à avoir 70 ans. Et puis, en fait, surtout, je pense qu'il est un peu déçu par l'échec en fait de tout ce qui est le pacte Briand-Stresemann, le plan, le pacte Briand-Kellogg, tout ce genre de choses. Et en fait, ça fait partie de ces gens qui ont été des artisans de l'amitié franco-allemande entre deux guerres, avant la guerre, et qui, après-guerre, un peu par désespoir, ne jouent plus aucun rôle dans la construction européenne. Mais par contre, au point de vue intellectuel, c'est sûr qu'il y a une nette filiation, au moins pour des gens comme Monet ou Schumann, entre lui et la construction européenne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai écouté avec intérêt la petite conférence, merci beaucoup. J'avais une petite question concernant Marc Sangnier par rapport à Henri Guillemin. Est-ce que vous connaissez? Ouais, Quelle est sa position par rapport à lui qui paraît être
un peu un catho anarcho. Non, je ne sais pas comment dire, mais Alors, en fait, Henri Guillemin, ça a été le… Enfin, moi, je connais deux noms, je ne connais pas plus. Je sais que ça a été le secrétaire de Marc Sangnier au début et qu'après la condamnation, il n'a pas suivi Marc Sangnier dans la fondation de ses partis politiques et que lui, la condamnation l'a un peu fait changer d'avis en quelque sorte. Alors, il est resté, il a toujours gardé ses idées libérales au sens de cette volonté, en fait, ce qu'on pourrait dire, ce qui est constitutif de Marc Sangnier, hein, cette volonté de considérer que l'Église doit faire avec la société telle qu'elle existe dans le monde moderne, dans le monde, la société moderne telle qu'elle existe. Mais par contre, après, je ne crois pas qu'il y ait eu un passé politique tel que Marc Sangnier. J'avoue que je n'en sais pas plus.